Le 15 mars 2026 à Lyon, il était 6h15 lorsque Laurent Wauquiez raccrocha en main. Enfin, après son échange avec Emmanuel Macron, quelques minutes à peine avaient suffi pour faire basculer son destin politique. Au téléphone, le président lui avait parlé d'un ton direct. « Laurent Matignon a besoin de vous. Sébastien vient de partir et vous êtes sans doute le seul capable d'empêcher ce quinquennat de sombrer. » Dans son bureau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le chef des Républicains savourait discrètement son triomphe. Après des années passées à combattre depuis l'opposition, le poste qu'il convoitait depuis si longtemps semblait enfin à portée de main. Il s'imaginait déjà franchir les portes de Matignon avec l'assurance de celui qui atteint enfin le sommet après une interminable attente. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'à peine 24 heures plus tard, cette promesse de gloire se transformerait en l'un des épisodes les plus humiliants de toute sa carrière politique. Ce matin-là, pourtant, rien ne pouvait entamer son euphorie. Enfin, lança-t-il en se tournant vers ses conseillers réunis autour de lui dans les locaux lyonnais. Macron vient de comprendre qu'il ne pourra jamais sauver son mandat sans la droite républicaine. L'ambiance dans la pièce était électrique. Depuis l'annonce surprise de la démission de Sébastien Lecornu une heure auparavant, les appels s'enchaînaient sans interruption. Journalistes, députés, cadres politiques, tout le monde voulait connaître la réaction du patron de LR face à cette crise gouvernementale inattendue. Mais après ce coup de téléphone venu de l'Élysée, plus rien n'avait la même dimension. Aux yeux de Wauquiez et de son entourage, un immense tournant politique venait de commencer. « Mes amis, déclara Wauquiez à son équipe, dans 48 heures, je serai Premier ministre de la République française. Il est temps de préparer notre retour au pouvoir. » Cette perspective n'avait rien d'irréaliste. Laurent Wauquiez, 49 ans, ancien ministre sous Nicolas Sarkozy, président de Région populaire, dirigeait les Républicains d'une main de fer. Sa gestion de la crise Covid en Auvergne-Rhône-Alpes lui avait donné une stature nationale et ses critiques mesurées mais fermes de la politique macroniste en avaient fait un recours crédible. « Laurent a le profil parfait », expliquait un proche de Macron ce soir-là. Il incarne la droite républicaine classique. Il a l'expérience gouvernementale et surtout, il peut nous apporter les voix LR dont nous avons besoin à l'Assemblée pour gouverner. Cette alliance hétéroclite était dans l'air depuis des mois. Face à la montée de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, les partis centristes cherchaient à faire bloc. La démission de Lecornu offrait l'occasion rêvée de concrétiser cette union. « Nous allons former le gouvernement le plus stable depuis le début du quinquennat ?» se réjouissait-il. Fini le temps des compromissions avec l'extrême gauche ou l'extrême droite. La France mérite mieux que ça. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Wauquiez convoqua une réunion d'urgence avec les dirigeants LR. Il fallait préparer la future équipe gouvernementale, définir les priorités politiques et surtout gérer la communication autour de cette alliance historique. « C'est un moment crucial pour notre famille politique », expliquait-il aux cadres LR rassemblés dans les locaux du parti à Lyon. « Nous avons l'opportunité de revenir au pouvoir dans des conditions honorables, avec un vrai programme, une vraie légitimité. » Les présents étaient enthousiastes mais prudents. « Es-tu certain que Macron ne va pas changer d'avis ?» demandait Aurélien Pradier, secrétaire général du parti. « Oui », répondit Wauquiez avec assurance. « Il n'a pas le choix. Sans nous, son quinquennat est fini. » Cette confiance n'était pas infondée. Les sondages montraient que seule une alliance LR-MLR pourrait rassembler une majorité stable à l'Assemblée nationale. Et Laurent Wauquiez était effectivement le dirigeant LR le plus respecté, capable de faire accepter cette alliance à sa base. « Nous négocierons d'égal à égal », précisait-il à ses troupes. « Pas question d'être les supplétifs de Macron. Nous voulons des ministères régaliens, un vrai poids dans les décisions et l'assurance que nos valeurs seront respectées. » La soirée se prolongea tard dans la nuit. Wauquiez et son équipe travaillaient sur tous les détails composition du gouvernement, programme politique, stratégie de communication. L'ancien président de l'UMP, habitué aux négociations de haut niveau, orchestrait tout avec une précision d'horloge. « Demain matin, je prends le premier avion pour Paris », annonçait-il vers minuit. « À 10 heures, j'ai rendez-vous à l'Élysée pour finaliser les accords. À 15 heures, nous ferons une déclaration commune avec le président. Et demain soir, je dors à Matignon. » L'emploi du temps était parfaitement huilé.
Wauquiez avait même prévu l'annonce de sa nomination aux principales rédactions, la composition de son cabinet et les premiers dossiers à traiter en urgence. Laurent est dans son élément, observait un conseiller. Il a attendu ce moment toute sa vie. Voir comment il gère cette transition montre qu'il était vraiment fait pour ce poste. Effectivement, Wauquiez rayonnait. Après des années d'opposition, parfois difficiles, après les échecs électoraux répétés de la droite, il allait enfin pouvoir mettre ses idées en pratique au plus haut niveau de l'État. Cette nomination va redonner espoir à tous ceux qui croient encore aux valeurs républicaines, déclarait-il à la presse locale avant de partir pour Paris. La France a besoin d'un gouvernement sérieux, expérimenté, qui ne se contente pas de faire de la communication, mais qui agit vraiment. Le voyage en avion vers la capitale fut triomphal. Wauquiez était accompagné de ses principaux collaborateurs, tous galvanisés par cette perspective. Les journalistes présents dans l'avion notaient son assurance, sa sérénité, sa préparation minutieuse. « Il ne montre aucun signe de stress », rapportait un reporter de France Inter. Laurent Wauquiez semble vraiment prêt à assumer cette responsabilité historique. L'arrivée à Roissy fut un événement médiatique. Une meute de journalistes attendait le futur Premier ministre. Wauquiez, élégant dans son costume sombre, répondait aux questions avec le sourire et l'assurance de celui qui maîtrise parfaitement son sujet. « Monsieur Wauquiez, comment envisagez-vous cette alliance avec Emmanuel Macron ?»« Dans l'intérêt supérieur de la France, » répondait-il. « Nous traversons une période difficile et il faut savoir dépasser les clivages partisans pour rassembler les Français autour de l'essentiel. Quelles seront vos premières mesures ? Nous nous concentrerons sur l'économie, la sécurité et la réconciliation nationale. La France mérite un gouvernement qui agit plutôt qu'un gouvernement qui communique. » Chaque réponse était pesée, chaque mot calculé. Wauquiez donnait l'impression d'un homme d'État déjà en fonction, maîtrisant parfaitement les codes et les enjeux. Direction l'Élysée, 16 mars 2026, 9h30. Wauquiez était arrivé avec 15 minutes d'avance au palais présidentiel. Un symbole, il ne fallait surtout pas faire attendre Emmanuel Macron pour ce rendez-vous crucial. Monsieur le futur Premier ministre, plaisantait un huissier de l'Élysée en l'accueillant. Wauquiez souriait détendu. Il avait passé la nuit à étudier les dossiers, à préparer ses arguments, à anticiper les questions du président. L'entretien avec Macron prévu pour durer 2 heures devait finaliser tous les détails, composition du gouvernement. Répartition des portefeuilles, programme comme un calendrier législatif. Wauquiez était venu avec un dossier complet, fruit du travail de toute la nuit. Emmanuel Macron était impressionné par sa préparation, confiera plus tard un conseiller de l'Élysée. Laurent avait réponse à tout. Il maîtrisait tous les sujets. Il avait une vision claire de ce qu'il voulait faire. À 10 heures précises, les deux hommes se retrouvaient dans le bureau présidentiel. L'atmosphère était cordiale mais professionnelle. « Laurent, je suis ravi que vous acceptiez cette mission », commença Macron. « La France a besoin de stabilité et votre expérience sera précieuse. » « Monsieur le Président, c'est un honneur de servir la République dans cette période difficile », répondit Wauquiez. Les négociations avançaient bien trop bien peut-être. Wauquiez obtenait pratiquement tout ce qu'il demandait, le ministère de l'Intérieur pour LR, celui des Finances, celui de l'Éducation. Macron semblait prêt à tous les compromis. Il était tellement soulagé d'avoir trouvé une solution qu'il aurait accordé n'importe quoi, analysera plus tard un politologue. Macron était dans une position de faiblesse totale. Vers 11h30, alors que tout semblait finalisé, le téléphone présidentiel sonna. Macron décrocha, écouta quelques secondes, puis pâlit visiblement. « Excusez-moi, Laurent, je dois prendre cet appel. » Wauquiez attendait dans le salon attenant confiant. Il consultait ses messages, finalisait les derniers détails avec son équipe. Dans quelques minutes, il serait officiellement Premier ministre. Mais l'appel se prolongeait et le visage de Macron, visible à travers la cloison vitrée, exprimait une surprise croissante. Quelque chose n'allait pas. À 11h45, Macron réapparaissait l'air troublé. « Nous avons un problème. Sébastien vient de me rappeler, il retire sa démission. » Le monde s'écroulait autour de Wauquiez. « Comment ça, il retire sa démission? Ce n'est pas possible. »« Si c'est possible, » répondait Macron. « Il a eu la nuit pour réfléchir et finalement, il souhaite poursuivre sa mission. »« Mais nous avions un accord, » protestait Wauquiez incrédule. « Vous m'aviez donné votre parole. »« Laurent, je suis désolé, mais si Sébastien revient, je ne peux pas le refuser. Il connaît les dossiers, il a la confiance de l'Assemblée.
La suite de la conversation fut un cauchemar pour Vauquier. Macron, embarrassé, tentait de justifier ce retournement spectaculaire. Comprenez bien, Laurent, ce n'est que partie remise. Sébastien ne tiendra peut-être pas jusqu'à la fin du quinquennat. Monsieur le Président, coupa Vauquier d'une voix blanche, vous venez de détruire ma crédibilité politique. Comment voulez-vous que j'explique ça à mes troupes, à la presse, aux Français? L'entrevue se termina dans un froid glacial. Vauquier repartait de l'Élysée humilié, furieux, désabusé. En l'espace de quelques minutes, ses rêves de Matignon s'étaient transformés en cauchemars politiques. La sortie de l'Élysée fut un calvaire. Les journalistes qui l'avaient vu entrer triomphant le voyaient ressortir défait. Monsieur Vauquier, confirmez-vous votre nomination? Y aura-t-il un gouvernement LRLRM? Les questions fusaient, mais Vauquier restait muet, le visage fermé. Pas de commentaire pour le moment, lâchait-il finalement avant de monter dans sa voiture officielle. Mais son expression trahissait son amertume et sa colère. Le trajet de retour vers son hôtel fut silencieux. Vauquier, prostré, consultait compulsivement son téléphone. Les messages affluaient, journalistes demandant des précisions, cadres, LR, inquiets, conseillers cherchant à comprendre. Comment expliquer l'inexplicable? Se demandait un proche. Laurent était à deux doigts d'être Premier ministre et tout s'effondrait à cause du revirement de Lecornu, car c'est bien ainsi que la situation était perçue dans l'entourage de Vauquier. Lecornu avait joué avec les nerfs de tout le monde, provoqué une crise artificielle, fait miroiter une alternance pour finalement revenir sur sa décision comme un enfant capricieux. C'est un manque de respect total envers les institutions, rageait un député LR. On ne joue pas avec la fonction de Premier ministre comme ça. L'humiliation était d'autant plus grande que tout avait été préparé, annoncé, médiatisé. Vauquier avait mobilisé toute son équipe, préparé son gouvernement, donné des interviews et maintenant, il devait tout annuler. À 13h, la nouvelle officielle tombait, Sébastien Lecornu retire sa démission et reprend ses fonctions de Premier ministre. Le communiqué de l'Élysée était lapidaire, mais il signait l'arrêt de mort des ambitions de Vauquier. Laurent est anéanti, témoignait un collaborateur. Il avait tout misé sur cette nomination et voir tout s'effondrer en quelques heures est insupportable. La conférence de presse improvisée à 14h fut un exercice douloureux. Vauquier, devant une trentaine de journalistes dans les salons de son hôtel parisien, tentait de sauver la face. « Les circonstances sont évoluées », déclarait-il d'une voix tendue. « Monsieur Lecornu a souhaité poursuivre sa mission et nous respectons cette décision. » Mais les questions étaient impitoyables. Monsieur Vauquier, avez-vous le sentiment d'avoir été utilisé? Comment qualifiez-vous ce retournement? LR va-t-elle maintenir sa confiance en Emmanuel Macron? Chaque question était un coup de poignard. Vauquier tentait de garder sa dignité, mais l'exercice était cruel. Nous verrons dans les prochains jours quelle position adopter, éludait-il. L'impact médiatique fut dévastateur. Tous les journaux du soir titraient sur l'humiliation de Vauquier, le fiasco de l'alliance LRLROM. Les caricaturistes s'en donnaient à cœur joie représentant Vauquier avec une valise à la main devant les grilles de Matignon. C'est le syndrome du Premier ministre fantôme, ironisait un éditorialiste. Mais le pire était à venir. Dans les jours qui suivirent, les révélations s'enchaînaient. Des fuites savamment orchestrées montraient que Lecornu n'avait jamais vraiment eu l'intention de démissionner définitivement. C'était un coup de pression sur Macron, expliquait un proche du Premier ministre. Sébastien voulait obtenir certaines garanties, certaines concessions. Sa prétendue démission n'était qu'un moyen de négociation. Ces révélations achevaient de ridiculiser Vauquier. Non seulement il avait été écarté au dernier moment, mais en plus, il avait été l'instrument involontaire d'un chantage politique. Laurent a été utilisé comme un pion, reconnaissait un dirigeant LR. Lecornu s'est servi de lui pour faire pression sur l'Élysée. L'onde de choc traversait les Républicains. Beaucoup reprochaient à leur président d'avoir été trop naïf, d'avoir cru trop facilement aux promesses macronistes. « Comment peut-on être aussi crédule ?» interrogeait un député LR. Laurent aurait dû se méfier. En politique, tant que ce n'est pas signé, rien n'est acquis. Vauquier tentait de limiter les dégâts en interne. « Nous avons agi dans l'intérêt de la France », se justifiait-il devant le bureau politique du parti. « Si l'opportunité s'était présentée, nous aurions eu tort de la refuser.
Mais les critiques s'intensifiaient. Certains cadres LR réclamaient sa démission de la présidence du parti. Laurent a perdu toute crédibilité, murmurait-on dans les couloirs. Comment peut-il continuer à nous diriger après ce fiasco? La droite républicaine était divisée. D'un côté, les fidèles de Wauquiez minimisaient l'incident. C'est de la politique, relativisaient-ils. Ces choses arrivent. De l'autre, ses opposants internes saisissaient l'occasion pour l'affaiblir. Cette affaire révèle l'amateurisme de Laurent, attaquait un rival. Un vrai chef politique ne se serait pas fait avoir comme ça. Le 15 mars 2026 à Lyon, il était 6h15 lorsque Laurent Wauquiez raccrocha en main. Enfin, après son échange avec Emmanuel Macron, quelques minutes à peine avaient suffi pour faire basculer son destin politique. Au téléphone, le président lui avait parlé d'un ton direct. Le 15 mars 2026 à Lyon, il était 6h15 lorsque Laurent Wauquiez raccrocha en main. Enfin, après son échange avec Emmanuel Macron, quelques minutes à peine avaient suffi pour faire basculer son destin politique. Au téléphone, le président lui avait parlé d'un ton direct. Laurent Matignon a besoin de vous. Sébastien vient de partir et vous êtes sans doute le seul capable d'empêcher ce quinquennat de sombrer. Dans son bureau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le chef des Républicains savourait discrètement son triomphe. Après des années passées à combattre depuis l'opposition, le poste qu'il convoitait depuis si longtemps semblait enfin à portée de main. Il s'imaginait déjà franchir les portes de Matignon avec l'assurance de celui qui atteint enfin le sommet après une interminable attente. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'à peine 24 heures plus tard, cette promesse de gloire se transformerait en l'un des épisodes les plus humiliants de toute sa carrière politique. Ce matin-là, pourtant, rien ne pouvait entamer son euphorie. Enfin, lança-t-il en se tournant vers ses conseillers réunis autour de lui dans les locaux lyonnais. Macron vient de comprendre qu'il ne pourra jamais sauver son mandat sans la droite républicaine. L'ambiance dans la pièce était électrique. Depuis l'annonce surprise de la démission de Sébastien Lecornu une heure auparavant, les appels s'enchaînaient sans interruption. Journalistes, députés, cadres politiques, tout le monde voulait connaître la réaction du patron de LR face à cette crise gouvernementale inattendue. Mais après ce coup de téléphone venu de l'Élysée, plus rien n'avait la même dimension. Aux yeux de Wauquiez et de son entourage, un immense tournant politique venait de commencer. « Mes amis », déclara Wauquiez à son équipe, « dans 48 heures, je serai Premier ministre de la République française. Il est temps de préparer notre retour au pouvoir. » Cette perspective n'avait rien d'irréaliste. Laurent Wauquiez, 49 ans, ancien ministre sous Nicolas Sarkozy, président de Région populaire, dirigeait les Républicains d'une main de fer. Sa gestion de la crise Covid en Auvergne-Rhône-Alpes lui avait donné une stature nationale et ses critiques mesurées mais fermes de la politique macroniste en avaient fait un recours crédible. Laurent a le profil parfait, expliquait un proche de Macron ce soir-là. Il incarne la droite républicaine classique. Il a l'expérience gouvernementale et surtout, il peut nous apporter les voix LR dont nous avons besoin à l'Assemblée pour gouverner. Cette alliance hétéroclite était dans l'air depuis des mois. Face à la montée de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, les partis centristes cherchaient à faire bloc. La démission de Lecornu offrait l'occasion rêvée de concrétiser cette union. Nous allons former le gouvernement le plus stable depuis le début du quinquennat, se réjouissait-il. Fini le temps des compromissions avec l'extrême gauche ou l'extrême droite. La France mérite mieux que ça. Les préparatifs commencèrent immédiatement. Wauquiez convoqua une réunion d'urgence avec les dirigeants LR. Il fallait préparer la future équipe gouvernementale, définir les priorités politiques et surtout gérer la communication autour de cette alliance historique. C'est un moment crucial pour notre famille politique, expliquait-il aux cadres LR rassemblés dans les locaux du parti à Lyon. Nous avons l'opportunité de revenir au pouvoir dans des conditions honorables, avec un vrai programme, une vraie légitimité. Les présents étaient enthousiastes mais prudents. « Es-tu certain que Macron ne va pas changer d'avis ?» demandait Aurélien Pradier, secrétaire général du parti. « Oui », répondit Wauquiez avec assurance. « Il n'a pas le choix. Sans nous, son quinquennat est fini. » Cette confiance n'était pas infondée. Les sondages montraient que seule une alliance LR-MLR pourrait rassembler une majorité stable à l'Assemblée nationale. Et Laurent Wauquiez était effectivement le dirigeant LR le plus respecté, capable de faire accepter cette alliance à sa base.
Nous négocierons d'égal à égal, précisait-il à ses troupes. Pas question d'être les supplétifs de Macron. Nous voulons des ministères régaliens, un vrai poids dans les décisions et l'assurance que nos valeurs seront respectées. La soirée se prolongea tard dans la nuit. Vauquier et son équipe travaillaient sur tous les détails composition du gouvernement, programme politique, stratégie de communication. L'ancien président de l'UMP, habitué aux négociations de haut niveau, orchestrait tout avec une précision d'horloge. « Demain matin, je prends le premier avion pour Paris », annonçait-il vers minuit. À 10 heures, j'ai rendez-vous à l'Élysée pour finaliser les accords. À 15 heures, nous ferons une déclaration commune avec le président. Et demain soir, je dors à Matignon. L'emploi du temps était parfaitement huilé. Vauquier avait même prévu l'annonce de sa nomination aux principales rédactions, la composition de son cabinet et les premiers dossiers à traiter en urgence. Laurent est dans son élément, observait un conseiller. Il a attendu ce moment toute sa vie. Voir comment il gère cette transition montre qu'il était vraiment fait pour ce poste. Effectivement, Vauquier rayonnait. Après des années d'opposition, parfois difficiles, après les échecs électoraux répétés de la droite, il allait enfin pouvoir mettre ses idées en pratique au plus haut niveau de l'État. Cette nomination va redonner espoir à tous ceux qui croient encore aux valeurs républicaines, déclarait-il à la presse locale avant de partir pour Paris. La France a besoin d'un gouvernement sérieux, expérimenté, qui ne se contente pas de faire de la communication, mais qui agit vraiment. Le voyage en avion vers la capitale fut triomphal. Vauquier était accompagné de ses principaux collaborateurs, tous galvanisés par cette perspective. Les journalistes présents dans l'avion notaient son assurance, sa sérénité, sa préparation minutieuse. « Il ne montre aucun signe de stress », rapportait un reporter de France Inter. Laurent Wauquiez semble vraiment prêt à assumer cette responsabilité historique. L'arrivée à Roissy fut un événement médiatique. Une meute de journalistes attendait le futur Premier ministre. Wauquiez, élégant dans son costume sombre, répondait aux questions avec le sourire et l'assurance de celui qui maîtrise parfaitement son sujet. « Monsieur Wauquiez, comment envisagez-vous cette alliance avec Emmanuel Macron ?»« Dans l'intérêt supérieur de la France », répondait-il. « Nous traversons une période difficile et il faut savoir dépasser les clivages partisans pour rassembler les Français autour de l'essentiel. Quelles seront vos premières mesures ? Nous nous concentrerons sur l'économie, la sécurité et la réconciliation nationale. La France mérite un gouvernement qui agit plutôt qu'un gouvernement qui communique. » Chaque réponse était pesée, chaque mot calculé. Wauquiez donnait l'impression d'un homme d'État déjà en fonction, maîtrisant parfaitement les codes et les enjeux. Direction l'Élysée, 16 mars 2026, 9h30. Wauquiez était arrivé avec 15 minutes d'avance au palais présidentiel. Un symbole, il ne fallait surtout pas faire attendre Emmanuel Macron pour ce rendez-vous crucial. Monsieur le futur Premier ministre, plaisantait un huissier de l'Élysée en l'accueillant. Wauquiez souriait détendu. Il avait passé la nuit à étudier les dossiers, à préparer ses arguments, à anticiper les questions du président. L'entretien avec Macron prévu pour durer 2 heures devait finaliser tous les détails composition du gouvernement. Répartition des portefeuilles, programme comme un calendrier législatif. Wauquiez était venu avec un dossier complet, fruit du travail de toute la nuit. Emmanuel Macron était impressionné par sa préparation, confiera plus tard un conseiller de l'Élysée. Laurent avait réponse à tout. Il maîtrisait tous les sujets. Il avait une vision claire de ce qu'il voulait faire. À 10 heures précises, les deux hommes se retrouvaient dans le bureau présidentiel. L'atmosphère était cordiale mais professionnelle. « Laurent, je suis ravi que vous acceptiez cette mission », commença Macron. « La France a besoin de stabilité et votre expérience sera précieuse. » « Monsieur le Président, c'est un honneur de servir la République dans cette période difficile, » répondit Wauquiez. Les négociations avançaient bien trop bien peut-être. Wauquiez obtenait pratiquement tout ce qu'il demandait, le ministère de l'Intérieur pour LR, celui des Finances, celui de l'Éducation. Macron semblait prêt à tous les compromis. Il était tellement soulagé d'avoir trouvé une solution qu'il aurait accordé n'importe quoi, analysera plus tard un politologue. Macron était dans une position de faiblesse totale. Vers 11h30, alors que tout semblait finalisé, le téléphone présidentiel sonna. Macron décrocha, écouta quelques secondes, puis pâlit visiblement. « Excusez-moi, Laurent, je dois prendre cet appel. »
Vauquier attendait dans le salon attenant confiant. Il consultait ses messages, finalisait les derniers détails avec son équipe. Dans quelques minutes, il serait officiellement Premier ministre. Mais l'appel se prolongeait et le visage de Macron visible à travers la cloison vitrée exprimait une surprise croissante. Quelque chose n'allait pas. À 11h45, Macron réapparaissait l'air troublé. « Nous avons un problème. Sébastien vient de me rappeler, il retire sa démission. » Le monde s'écroulait autour de Vauquier. « Comment ça, il retire sa démission? Ce n'est pas possible. » « Si c'est possible, répondait Macron. Il a eu la nuit pour réfléchir et finalement il souhaite poursuivre sa mission. Mais nous avions un accord, protestait Vauquier incrédule. Vous m'aviez donné votre parole. Laurent, je suis désolé, mais si Sébastien revient, je ne peux pas le refuser. Il connaît les dossiers, il a la confiance de l'Assemblée. La suite de la conversation fut un cauchemar pour Vauquier. Macron, embarrassé, tentait de justifier ce retournement spectaculaire. Comprenez bien, Laurent, ce n'est que partie remise. Sébastien ne tiendra peut-être pas jusqu'à la fin du quinquennat. Monsieur le Président, coupa Vauquier d'une voix blanche, vous venez de détruire ma crédibilité politique. Comment voulez-vous que j'explique ça à mes troupes, à la presse, aux Français? L'entrevue se termina dans un froid glacial. Vauquier repartait de l'Élysée humilié, furieux, désabusé. En l'espace de quelques minutes, ses rêves de Matignon s'étaient transformés en cauchemars politiques. La sortie de l'Élysée fut un calvaire. Les journalistes qui l'avaient vu entrer triomphant le voyaient ressortir défait. « Monsieur Vauquier, confirmez-vous votre nomination? Y aura-t-il un gouvernement LRLRM ?» Les questions fusaient, mais Vauquier restait muet, le visage fermé. Pas de commentaire pour le moment, lâchait-il finalement avant de monter dans sa voiture officielle. Mais son expression trahissait son amertume et sa colère. Le trajet de retour vers son hôtel fut silencieux. Vauquier, prostré, consultait compulsivement son téléphone. Les messages affluaient, journalistes demandant des précisions, cadres, LR, inquiets, conseillers cherchant à comprendre. « Comment expliquer l'inexplicable ?» se demandait un proche. Laurent était à 2 doigts d'être Premier ministre et tout s'effondrait à cause du revirement de Lecornu, car c'est bien ainsi que la situation était perçue dans l'entourage de Vauquier. Lecornu avait joué avec les nerfs de tout le monde, provoqué une crise artificielle, fait miroiter une alternance pour finalement revenir sur sa décision comme un enfant capricieux. C'est un manque de respect total envers les institutions, rageait un député LR. On ne joue pas avec la fonction de Premier ministre comme ça. L'humiliation était d'autant plus grande que tout avait été préparé, annoncé, médiatisé. Vauquier avait mobilisé toute son équipe, préparé son gouvernement, donné des interviews et maintenant, il devait tout annuler. À 13h, la nouvelle officielle tombait, Sébastien Lecornu retire sa démission et reprend ses fonctions de Premier ministre. Le communiqué de l'Élysée était lapidaire, mais il signait l'arrêt de mort des ambitions de Vauquier. Laurent est anéanti, témoignait un collaborateur. Il avait tout misé sur cette nomination et voir tout s'effondrer en quelques heures est insupportable. La conférence de presse improvisée à 14h fut